Olivier Casas, réalisateur déjà de ce film. Anne-Marie Vin, actrice, oui, on peut dire principale, même si tous les acteurs, pour moi, sont plus ou moins des acteurs principaux. Oui, c'est un film où on se partage quand même beaucoup beaucoup l'affiche. Ouais, beaucoup l'affiche. Il n'y a pas vraiment d'acteurs principaux. D'accord, ouais. Non, c'est vrai. Alors, on va dire pourquoi, parce que l'intrigue de tout ça, c'est que, voilà, ton mari, joué par Mehdi Sadoun, organise un dîner. Vous venez d'avoir une petite fille, on va pas dire le prénom parce qu'il y a une vanne autour de ça, donc on va pas la dire. Le dîner se passe et forcément la petite est dans sa chambre, il y a un babyphone allumé comme tout parent prévoyant, sauf que le futur potentiel parrain de ta fille va voir sa filleule pour la première fois. Et là il se dit des choses dans la chambre qu'il ne valait mieux pas entendre. Et ça, tout démarre, tout le cataclysme se met en place à partir de ça. Et ça, en fait, c'est pas une histoire nouvelle pour toi, Olivier. C'était déjà un court-métrage avant. On peut peut-être déjà revenir sur ça dans l'ordre. Oui, alors c'est parti d'un court-métrage. Ouais. Et c'est vrai que le court-métrage a eu une vie assez sympathique pour un court. On a fait pas mal de festivals. Il a un petit peu tourné à l'étranger. Et en voyant tout ça, ça m'a conforté dans l'idée que ça pouvait être un long-métrage intéressant. Après, là où il fallait se détacher du court-métrage, c'est qu'il y avait le babyphone, ça reste un élément déclencheur, c'est un bâton de dynamite, et ce qui est intéressant, c'est ça va faire péter. Donc après on a construit toute cette galerie de personnages autour de ça. Alors on retrouve donc évidemment Anne, on retrouve également un ancien du court-métrage. Pascal, moi j'étais pas dans le court-métrage. Effectivement, oui. Anne a entre guillemets intégré tout ça. Je t'avais pas voulu. Non, il avait pas, il m'avait refusé à l'époque. Il l'a prêté ensuite. Tu m'as tellement harcelé au téléphone à l'époque. Je l'ai payé. Et c'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'interview. Anne, on te voit beaucoup en ce moment, mais c'est tant mieux. Je suppose que tu as été très demandé. Pourquoi avoir accepté ce projet-là avec Olivier, celui-ci, typiquement En fait, la genèse, c'est qu'en fait, Olivier m'a contacté, m'a fait lire son scénario comme ça se fait, par un agent. Et il me proposait un autre personnage, celui de Barbara Schultz, la chanteuse. Moi, j'avais vachement aimé le scénario. J'avais trouvé que c'était très, très bien écrit. Et puis, ça m'amusait de jouer ce personnage, parce qu'on ne m'avait jamais proposé, parce qu'elle est assez désagréable dans le film, quand même. C'est vraiment un peu la caricature de ce qu'on imagine, du fantasme qu'on a des chanteuses comme ça à succès, qui, trop gâtées par leur entourage, oublient d'être bien éduquées, et puis surtout, elles ont tout à portée de main, donc voilà, un peu une diva. Ça me faisait marrer d'être pas assez antipathique, et puis on s'est rencontrés, on s'est très très bien entendus, on a passé 3 heures ensemble à parler de cinéma, et finalement, il s'est dit, mais non, je ne peux pas juste lui donner ce rôle, il faut absolument qu'elle soit là non-stop. Et donc, du coup, et en plus, je pense que moi, je venais d'accoucher aussi, donc j'avais quand même des points communs, des points communs avec Charlotte. Mais alors, ça aussi, j'ai lu ça, j'ai appris ça, que tu venais d'accoucher au moment où tu avais accepté ce rôle. Et je me suis dit, mais la nana vient d'accoucher et elle va s'embarquer dans une histoire, sachant que tu as un babyphone chez toi, je suppose. Ah bah bien sûr. Et du coup, quand j'ai tu rentres le soir... J'ai une addiction même à mon babyphone, moi. Est-ce que tu te dis pas, je vais pas inviter d'amis là? Non, mais c'est vrai que non, ça s'est jamais arrivé. Parce que d'une part, je laisse très peu rentrer de gens dans la chambre de mes enfants. Mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire, on a tous eu ce truc, ne serait-ce qu'avec les portables. Là, il s'avère que le babyphone est encore plus dangereux que le portable parce qu'on oublie le babyphone. C'est-à-dire que vu que le babyphone est branché H24 dans une maison, on oublie totalement qu'il est allumé. Donc, il est encore plus piégeant qu'un téléphone. Parce que tout le monde a eu cette expérience du téléphone mal raccroché, ou alors tu reçois un appel et tu fais la tronche, genre, pas du tout envie de décrocher. Et en fait, la personne est juste en face de toi. Donc, elle est contente de voir que tu es content quand elle t'appelle. Mais là, le babyphone, c'est vraiment beaucoup plus insidieux. Alors, c'est l'élément déclencheur, comme tu le disais, Olivier. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, avant de voir le film, je me suis dit, ce sera une comédie, on va vraiment se marrer. On se marre, mais pas que. Mais pas que, c'est en ça où elle est originale. Voilà, c'est en ça, effectivement, que je me dis que c'est une comédie qui se détache des autres, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, et tu le disais, je ne sais pas si tu seras d'accord, Olivier, mais c'est vrai que ce n'est pas obligatoire de dissocier les deux, l'émotion et le rire, parce que le rire nourrit l'émotion, et l'émotion peut aussi nourrir le rire quand il est désamorcé. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment une volonté d'avoir construit ça comme ça? Totalement. Je trouve que souvent, comme tu le disais, il y a un véritable lien entre les deux. Et il y a d'ailleurs des rires qui sont des rires de défense aussi, des rires face à des situations gênantes ou des émotions fortes qui font que c'est une réaction de protection.
Et surtout, ce qui nous intéressait dans le film, tous autant qu'on est, c'était de l'aborder non pas avec des personnages, des acteurs qui s'amusent avec leurs personnages, mais avec des acteurs qui incarnent vraiment les situations de leurs personnages. Et c'est ensuite au spectateur de rire de ces situations-là. Et du coup, ça veut dire aborder les personnages et les situations avec toute leur véracité et leur sérieux. Et ça veut dire aussi donc toute la dimension tragique et dramatique qui fait rire le spectateur, mais qui peut aussi l'émouvoir. Parce que moi, pour avoir vu le film donc, ce matin, à n'importe quel moment, à tout moment du film, en fait, on se met forcément à la place de la personne. Ouais, mais c'est ça. Quel que soit le profil. Oui, l'identification, elle est facile, effectivement, et ce n'est pas nécessaire ou d'être parent. Exactement. Enfin, bon, maintenant, on a tous des amis quand même. Bien Là, sûr. on peut s'identifier assez facilement à leur histoire amicale, parce que ça, on a tous eu des potes. Et donc, ce que Olivier raconte dans le film par rapport à l'amitié, comment moi, ça, j'aime beaucoup ça dans le film, c'est-à-dire comment on évolue dans l'amitié, comment il y en a certains qui réussissent moins que d'autres, comment on continue à vivre ensemble, à s'aimer, à continuer l'histoire d'amitié quand, justement, il y a un couple qui a un enfant, le pote d'à côté, il a toujours pas trouvé l'âme sœur, ou alors... il y en a un qui gagne pas mal, très bien sa vie, et les autres n'arrivent plus à suivre. Donc on peut, effectivement, on a tous des parents, donc on peut s'identifier totalement à Michel Jonas et à Marie-Christine Adam. On a tous des amis, et puis après, on est bon, maintenant, après, nous, on est à des âges où, effectivement, on est en couple depuis, ou pas d'ailleurs, depuis plus longtemps. Donc, du coup, les personnages, effectivement, on peut tous s'identifier à eux. On a travaillé vraiment ça comme une galerie de personnages avec des archétypes pour, justement, comme le disait Anne, voilà, on a à la fois les questions du couple, les questions de l'amitié, le célibat, la relation père-fils, le rapport aux parents, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant quand on devient soi-même parent, c'est le rapport qui change avec ses propres parents. Et ça, qu'on ait des enfants ou pas, c'est les thématiques, si on les a pas encore vécues, qu'on va être amené à vivre et qui, je pense, sont intéressantes. Alors moi, j'avais une crainte juste avant de voir le film. Je me suis dit, j'ai peur que ça fasse pièce de théâtre filmée. Parce qu'on est dans un lieu quand même fermé, la maison, l'appartement. Et je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller pour que ça n'ait pas l'air d'une pièce de théâtre filmée. Et vous l'avez fait, mais alors parfaitement bien, c'est hyper rythmé. À aucun moment on se dit, il y a des longueurs. Non, jamais. Ça aussi, ça a été un challenge ou ça s'est fait naturellement, tu n'y as même pas pensé? Non, ça ne s'est pas fait du tout naturellement, parce que même si on n'est pas particulièrement théâtral dans l'écriture, à partir du moment où on est avec des personnages dans un huis clos, on est sur des codes, on est attendu inconsciemment. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est très très fort dans la culture de comédie française, le huis clos de mœurs comme ça, c'est quelque chose qu'on aime. Par contre, c'est vrai notre ambition, c'était vraiment de s'affranchir aussi de l'aspect théâtral. Et pour ça, notamment à l'écriture, on a bien qu'on soit dans un appartement, on a découpé cet appartement en différentes pièces et surtout en différents groupes de personnages. Et les 7 personnages sont là tout le temps, ou presque. Enfin, Barbara arrive dans une deuxième partie du film, sans trop dévoiler. Mais on a créé à l'écriture des micro-groupes de personnages qui du coup, qui permettent aussi d'avoir des révélations pour les uns, que les autres ne savent pas, des choses que les autres ne savent pas encore, qui recréent les problèmes sur les problèmes déjà existants. Et voilà. Et donc, le changement de lieu et les changements de groupe sont des ressorts justement pour donner du rythme au film, et en même temps, ça nous affranchissait de l'aspect théâtral. Donc, ça avait un double intérêt. Ça, c'est au niveau de la réalisation, mais au niveau du jeu, Anne, est-ce que ça change d'être dans un lieu unique pour tourner? Non, pas spécifiquement, parce que de toute façon, ça demande vachement plus d'énergie, certainement, que justement quand on bouge de décor. Non, moi, je me suis jamais sentie sur une scène de théâtre en tournant ce film. D'abord parce que ça ne joue pas du tout de la même façon quand on est au théâtre. Au théâtre, on demande de projeter. Et puis, il n'y a pas une caméra qui est là, qui est à côté de notre visage et qui capte absolument tout. Donc, du coup, j'ai jamais eu ce sentiment. Et puis, je trouve qu'effectivement, c'est très réussi dans le film d'Olivier parce que il n'y a pas du tout ce rapport. Moi, je comprends qu'on ait cette référence parce que de huis clos, voilà, de Cuisine et dépendance, du Prénom, de tous ces films-là. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que c'est des bons films. Mais il n'y a pas du tout. Quand nous, on joue, on est sur un plateau de cinéma. Ouais. Le but, c'était vraiment de vous entendre dire ça, parce que je vous le dis et je vous rassure s'il y a besoin de vous rassurer, mais ça se sent pas du tout. Enfin, il y a pas ce non, et puis côté-là. après, le mot théâtre au cinéma, il est un peu maltraité. Ça vient de la phrase d'Hitchcock sur le théâtre filmé.
Mais l'aspect théâtral au cinéma, ce n'est pas que négatif. Ça a aussi beaucoup de vertus. Donc, mais c'est vrai que tout de suite, on pense à ça. Et c'est vrai que, comme le disait Anne, il y a quand même, on est très souvent en gros plan. Il y a presque parfois une dimension un peu western. Moi, il y a certaines scènes que j'ai abordées comme des duels de western. Ouais, mais le moment où ils se rendent compte que le babyphone est là et elle est géniale, elle est vraiment traitée comme ça. Parce que ce qui nous a beaucoup amusé, c'est de placer tout le temps le spectateur avec une longueur d'avance sur les personnages. Et du coup, le spectateur en sait toujours plus que tous les personnages. Et c'est vrai que, voilà, on va pas trop en raconter dans le film, mais c'est vrai que tout le moment où il y a eu babyphone et les deux protagonistes qui étaient dans le babyphone, à savoir Pascal Demolon et Lanny Gautry, qui ont raconté des horreurs dans la chambre et qui ont été entendues et qui continuent à revenir complètement à la one again, tout va bien, et à faire des vannes et à chambrer tout le monde alors qu'ils ont juste été complètement démasqués. Pour le spectateur, c'est une position qui est hyper privilégiée, quoi. Et puis, vous mettez parfois le spectateur dans une situation mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on se dit, mais non, ça va pas arriver. Il va rester comme ça. Ça va avec l'empathie. Hein, c'est ça. L'idée, c'est de proposer au spectateur de vivre et de rire avec tout ce que ça comporte d'expérience, cette situation-là qui, voilà, à la fois on est attiré, je pense, on jubile de partager ça avec eux, et en même temps il y a toute la gêne, et voilà, et c'est ce qui déclenche le rire aussi parfois. Puis ce qui est top aussi, c'est qu'on se dit à chaque instant, est-ce qu'ils vont baisser les armes, est-ce qu'ils vont arrêter de mentir, parce qu'au final on ment tous dans la vie quotidienne nous pas du tout, alors je sais pas de quoi tu parles. Jamais, mais toi apparemment tu manies très bien le mensonge, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai que on fait plein de petits mensonges aussi pour pas vexer. Voilà, on va pas se dire, honnêtement, il y a ce film moi que j'avais adoré d'ailleurs, qui était avec Ricky Gervais, ce mec qui ne sait pas mentir, qui a pas ça en lui, quoi, qui dit tout le temps la vérité, et c'est atroce dans le film parce que du coup il dit tout, quoi. C'est-à-dire qu'il croise une nana qui est un peu grosse, il lui dit t'es grosse. Mais voilà, on va pas se dire la vérité tout le temps, on n'a pas les enfants font ça. Les enfants n'ont pas de filtre. Donc on fait des mensonges, je crois, à mon avis on en fait énormément par jour, des mensonges oui, c'est ça, pour pouvoir vivre ensemble, quoi. De bienséance, quoi. Ouais, de bienséance. Ouais. Mais là, eux, malheureusement, vont être pris dans une nasse. Mais il y a des moments où là on essaie de se convaincre que ce sont des mensonges de bienséance, ça se transforme en une forme de lâcheté. Et il y a des moments où on évite clairement des conflits en amitié pour moult raisons, et parfois par intérêt. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi je trouve très intéressant dans l'amitié, c'est quand il y a un rapport intéressé à l'amitié, et notamment un rapport professionnel. Quand vous avez un pote de toujours qui devient quelqu'un qui peut potentiellement vous apporter quelque chose ou vous amener intérêt, par exemple dans le boulot, je trouve que ce rapport faussé, ce rapport intéressant en amitié est super intéressant, parce qu'on est vraiment tiraillé entre plein de sentiments, certains nobles et certains qui ne sont pas du tout. Et pour la comédie, c'est cadeau, ça. Puis tu parlais effectivement des mensonges pouvant sauver une amitié ou conserver une amitié. Là, dans le film aussi, il y a un autre aspect, c'est de se dire, est-ce que je vais dire la vérité pour pouvoir conserver cette amitié ? Parce qu'évidemment, on en est là. On se dit, est-ce qu'on se dit franchement les choses, ou est-ce qu'on continue de mentir, et ça va pas aller. Et je trouvais ce rapport-là hyper intéressant. Comme dans le couple aussi. Ouais. Des fois, on a peur qu'en se disant la vérité, le lien tienne pas, alors que 9 fois sur 10, c'est tout l'inverse. Et puis, ce qui est intéressant avec le mensonge dans une comédie, c'est que pour faire exister un mensonge, il faut en inventer 10 derrière. Donc, généralement. Il faut garder ça en tête quand vous irez voir le film, ça sort le 8 mars. Babyphone. Juste un mot rapide avant de terminer sur l'un des personnages qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est Michel Jonas. De jouer avec Michel Jonas, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce registre-là. Il est juste incroyable. Le plaisir était partagé sur le plateau, c'était vraiment incroyable. Vraiment. Alors en plus d'être un merveilleux acteur et un merveilleux partenaire, le type est absolument délicieux dans la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, pourtant c'est quand même Michel Jonas, ça fait juste 40 ans de carrière, je pense. Il a donc joué devant des salles combles, et c'est un monsieur vraiment d'abord extrêmement drôle, très très vif, très drôle, et qui est moi j'adore ce qu'il dégage dans le film. Mais ceci dit, c'est assez proche de ce qu'il est dans la vie. Je trouve. Il a énormément d'empathie immédiate. Il a envie que tout le monde soit bien.
On va découvrir tout ça donc à partir du 8 mars. On va juste terminer sur une phrase de Michel Jonas dans le film que j'ai relevée, que j'ai trouvé magnifique. Le plus dur, c'est de se réjouir du bonheur de ses amis. Et ça va prendre tout son sens quand vous découvrirez le film Babyphone. Merci Olivier Casas. Merci à vous. Et merci Anne-Marie Vin. Merci beaucoup. Rendez-vous le 8 mars, Babyphone, ça sort au cinéma. Merci beaucoup.